Salam alaikum, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais vous présenter quelques concepts que j'ai pu aborder ou bien que je vais peut-être aborder à l'avenir à travers soit les interviews, soit à travers d'autres vidéos. Donc c'est des concepts assez simples. Je vais essayer vraiment de vous introduire. Je ne sais même pas si le terme vulgarisation pourrait convenir, tellement en fait je vais essayer d'aller au plus simple. On va d'abord s'intéresser à qu'est-ce que l'anthropologie. L'anthropologie est une science multidisciplinaire qui va s'intéresser et à la diversité biologique, mais aussi à la diversité culturelle. Et ça, tant dans le passé que dans le présent. Elle offre un cadre conceptuel pour l'ensemble de l'expérience humaine. Après, l'anthropologie se distingue principalement par son approche qui est plutôt comparative, que ce soit dans l'étude de manifestations culturelles ou dans l'ethnographie, enfin la description d'une culture donnée. Du coup, la culture ou la civilisation, c'est à peu près le même sens dans le contexte dans lequel on va être amené à l'utiliser. La culture, c'est cet ensemble de patterns qui comprend les connaissances, les croyances, le droit, la morale, l'art, les coutumes. On peut énumérer d'autres choses. Du coup, les aptitudes ou bien habitudes qui seront plus ou moins formalisées et qui seront apprises socialement au sein d'un groupe à un moment donné, et du coup un groupe qui forme ce qu'on appellera une société ou bien un peuple. Du coup, cette fois-ci, on va s'intéresser à la tradition. Le sens étymologique de tradition serait tradere. J'ai pas fait de latin, je sais pas trop comment ça se prononce, mais ça voudrait dire ce qui est transmis. C'est plus ou moins la traduction. Et cette tradition, avec un T minuscule, englobe la transmission des doctrines, que ce soit politiques, religieuses, morales, des légendes, des faits historiques qu'on va se transmettre de génération en génération. On peut aussi définir ça par une manière habituelle d'agir dans un pays, bien dans une région donnée. Ça peut être aussi défini par une manière habituelle d'agir ou de penser dans une région donnée ou un pays. Après, il faut distinguer la tradition avec un T minuscule de la tradition avec un T majuscule, qui prendra un tout autre sens. Parce que pour Guénon, la tradition avec un T majuscule est par nature suprahumaine. D'ailleurs, René Guénon ne veut entendre parler d'autre utilisation du terme tradition. Il va même s'opposer au courant réactionnaire traditionnaliste, qu'il considère lui comme des parodies, car ces groupes se référeraient au passé et non pas au transcendant. D'ailleurs, on parlera plutôt de pérennialisme ou de traditionnalisme intégral pour désigner le courant dans lequel on pourrait placer René Guénon. D'ailleurs, tous les pérennialistes ou traditionnalistes sont d'accord sur l'origine de cette tradition. Elle proviendrait d'une source extérieure, non humaine et donc transcendante, c'est-à-dire à travers une révélation. La tradition, pour René Guénon, a bien plus de sens que la religion. La religion, pour René Guénon, serait la forme extérieure de certaines traditions spirituelles, mais ces formes sont toujours et invariablement rattachées à une source qui serait non humaine, du coup transcendante. Il considérait que toute civilisation digne de ce nom reposait sur les principes traditionnels. Il critique le monde moderne car il considère que c'est un éloignement entre l'humanité et sa dimension transcendante. Dans la critique de la pensée moderne, René Guénon reprochera de s'être écarté du divin, du sacré, du traditionnel, pour enfin aboutir à une vision rationaliste, progressiste, matérialiste. Mais du coup, il faut expliquer le concept de modernité. Le concept de modernité désigne l'idée d'agir en conformité avec son temps et non plus en fonction des valeurs qu'on considérera de facto comme étant dépassées. D'ailleurs, les philosophes, historiens, sociologues, anthropologues traitent de ce concept lorsqu'ils sont amenés à considérer comme moderne une période sur laquelle ils travaillent. Au point où moderne est rentré dans le langage usuel. Alors que le principe de modernité va au-delà de ça. La principale idée de ce concept serait l'autodétermination, donc la faculté de s'autodéterminer, pouvoir définir soi-même les normes de son existence. Selon le dictionnaire des sciences humaines, on s'accorde à identifier la modernité avec la période historique qui correspondrait avec la Renaissance en Occident, c'est-à-dire le XVe siècle,
Cette ère serait marquée par des transformations qui auraient affecté les structures sociales, telles que la naissance du capitalisme, l'urbanisation, les modes de vie et valeurs, l'individualisme, l'avènement des libertés publiques, les idées aussi avec l'essor de la pensée rationnelle et aussi principalement politique avec la démocratisation. La raison, l'individu, le progrès, la liberté, l'égalité seraient les mots-clés de la modernité. Donc un autre concept très important à évoquer serait la métaphysique. Donc la métaphysique serait la connaissance du monde, des choses ou des processus tant qu'ils existent, au-delà et indépendamment de l'expérience sensible que nous en avons. On retrouvera des sens différents selon les auteurs, selon les époques. Pour René Guénon, la définition sera assez simple. La métaphysique, c'est ce qui s'intéresse au domaine qui est au-delà de la physique. Et ça, non seulement au-delà du monde matériel, mais plus généralement au-delà de la nature. Après, en réalité, la métaphysique ne peut faire l'objet d'une définition claire, parce que justement, la métaphysique a pour objet l'universel, c'est-à-dire l'illimité. L'objet ultime de la métaphysique serait l'infini. L'infini est le principe ultime, véritablement, genre sans limite. En gros, c'est un concept qui nous permet de nous interroger sur ce qu'est la réalité. C'est la recherche de l'essence des choses au sens large et des principes de tout être. Histoire d'illustrer un peu ce concept, ça serait, sommes-nous dans un monde parallèle ou bien un monde réel? Qu'est-ce que l'être? Quelle est la relation entre mon corps et mon esprit? Qu'est-ce qu'une personne? Des questions autour de la réalité, autour du temps, autour de l'esprit, autour du libre arbitre, un peu tout ça. Donc ouais, on pourrait se dire que la métaphysique serait un peu l'essence, la base de la philosophie. Enfin, on va s'intéresser à un concept qui m'importe énormément, c'est le monde arabe. Donc on peut parler de manière très politique du monde arabe et évoquer la Ligue arabe par exemple, en considérant les 22 pays appartenant à la Ligue du monde arabe. Donc on pourrait se poser la question, est-ce que c'est un lien avec leur position géographique? On a d'un côté le Maghreb al-Arabi, on a de l'autre côté le Mashriq, et on a entre les deux la péninsule arabique. Le Mashriq qui signifie le soleil levant, de l'autre côté on a le soleil couchant. C'est-à-dire qu'il y a une grande distance entre le Mashriq et le Maghreb, sans compter les Comores dans une île dans l'océan Indien. Mais je pense que la question primordiale à se poser, c'est qui est considéré comme arabe. Donc on considère d'abord l'arabe al-ariba, qui sont les arabes originels. Donc il s'agirait des arabes descendants des peuples qui étaient présents dans la péninsule arabique avant qu'Ismaïl alayhi salam ne s'y installe. Et puis il y a les arabes arabisés, l'arabe musta'ariba. Donc ceux-là seraient les descendants d'Ismaïl, fils d'Ibrahim alayhi salam. Car Ismaïl serait lui-même arabisé en contact de la tribu des Ben Ujurhum, qui s'était installé dans l'endroit où il se trouvait lui-même avec sa mère Hajar. Cet endroit-là qui est la Mecque, Mecca. Donc on retrouve une troisième catégorie qu'Ibn Hajar va évoquer, qui est l'arabe ba'ida, qui sont eux les arabes disparus. Ça correspondrait aux tribus par exemple de Ad et Thamoud. Alors que dans Qisas al-Qur'an d'Ibn Kathir, on retrouve que deux catégories, les deux premières. Le mot arabe, viendrait de Araba, qui désignerait le désert. C'est ce qu'on retrouve dans Qisas al-Qur'an. Puis le mot Araba en est venu à définir les personnes qui habitaient du coup ce désert-là. Donc les Arabes du centre et du nord seraient appelés les Arabes adnanites, l'Arabe adnaniya, qui seraient les enfants d'Ismaël, qui sont des Arabes arabisés, Arabes musta'riba. Et puis les Arabes du sud seraient eux des Arabes yaktanides, Arabes qahtaniya, qui eux correspondraient du coup à des Arabes originels. Donc déjà dans les premiers temps de l'islam, sur cette terre musulmane, on trouvait trois catégories de personnes. Il y avait les gens qui descendaient des Arabes, les gens qui ne descendaient pas des Arabes, et les gens qui ne connaissaient pas si leur ascendant était arabe ou non arabe. Et puis en plus de ça, il y avait une autre classification qui se faisait en considérant leur rapport à la langue arabe. Donc il y avait ceux dont la langue arabe demeurait la langue usuelle, les tarlibu alayhim al-arabiyya. Il y avait ceux qui se débrouillaient en langue arabe, c'est-à-dire qui pouvaient communiquer, mais qui avaient une autre langue principale, une autre langue maternelle. Ceux-là, on dira d'eux, les tarlibu alayhim al-ajama. Et enfin, il y avait ceux qui ne parlaient pas, ou très très peu l'arabe. لِيَتَكَلَّمُوا بِهَا إِلَّا قَلِيلًا. C'est-à-dire qu'ils ne parlent qu'un tout petit peu. Donc on retrouve cette classification dans le livre Al-Iqtida de Ibn Taymiyyah, rahimahullah,
Donc dans ce même ouvrage, il ressort que l'arabe est celui dont l'arabité domine. Et ça, même si ses ancêtres ne sont pas arabes. Et par contre, celui qui a abandonné l'arabité n'est pas arabe, même si ses ancêtres sont arabes. Donc en arabe, il est dit Man tashabbaha min al-arab bil-ajam, lahaqqa bihim. Ou man tashabbaha min al-ajam bil-arab, lahaqqa bihim. Damien fait une autre classification qui est ceux dont la terre est arabe originellement et ceux dont la terre est devenue arabe. Donc il y a al-baqou'a al-arabiyya ibtida'an et de l'autre côté, al-baqou'a al-arabiyya intiqalan. Donc la première implique uniquement la péninsule arabique qui avait enfin comme langue dominante l'arabe. Et de l'autre côté, on a les pays qui ont comme langue initiale le grec, le berbère, ou bien le persan, mais qui ont par la suite adopté la langue arabe, où l'arabe est devenu une langue dominante. Ce fut le cas d'ailleurs de nombreux pays tels que l'Irak, la Syrie, le Maghreb, l'Espagne musulmane. Et ce fut le cas aussi pendant une période en Perse, ou bien dans le Khorasan, qui correspond à une aire géographique entre l'Iran et l'Afghanistan. Après, il y a une autre terre, du coup, des terres musulmanes, où la langue qui est dominante n'est pas la langue arabe. Qu'en gros, ça va être le cas, par exemple, de la Turquie ou de l'Azerbaïdjan, qui ont gardé une langue non arabe. Du coup, quand on parle de monde musulman, on parle de l'ensemble des pays qui ont une population majoritairement musulmane. Et enfin, le monde arabo-musulman correspond à l'intersection entre le monde arabe. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai pu vous éclairer sur certains concepts. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo. Malheureusement, j'ai pas trop de lumière en ce moment, j'ai pas trop le temps en journée. Donc c'était soit je repousse le tournage, soit je tourne dans ces conditions-là. Vu que ce n'est pas une vidéo extrêmement importante, j'ai préféré la garder telle qu'elle, malgré du coup la qualité qui ne sera pas extraordinaire. Heureusement, vous aurez un bon son normalement, mais en termes de vidéo, voilà, il y a l'appareil photo, mais il n'y a pas de lumière. Mais c'est pas grave, par la suite, j'essaierai d'investir dans des lumières pour me permettre de tourner de jour comme de nuit, pour pouvoir multiplier les vidéos. Si vous avez des conseils concernant les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me contacter en privé, que ce soit sur l'adresse mail ou bien sur l'Instagram El Hajj Boubkar. Merci beaucoup pour votre soutien, ça fait énormément plaisir que vous partagiez, vous laissiez des pouces bleus, que vous mettiez des commentaires et que vous vous abonniez, c'est vraiment très important.